Bonjour à tous. Donc c'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, merci au Conseil général du Finistère, Madame la Présidente et toutes les équipes qui ont préparé cet événement. Je vais vous parler du changement climatique. C'est évidemment pas la première fois qu'on vous parle du changement climatique et je crois que l'été dernier a été spécifiquement marquant sur cette thématique du changement climatique. On a vécu 2 périodes de grande sécheresse en France. On a entendu parler des cyclones tropicaux et du cyclone Dorian en particulier. Sont venus nous rappeler aussi un certain nombre de faits avec 2 rapports du GIEC sortis en août sur les surfaces émergées et le climat, et puis cette semaine sur l'océan et la cryosphère ou les zones glacées. La semaine dernière encore, des résultats de simulation qui montraient des réchauffements importants jusqu'à 7 degrés à la fin du XXIe siècle. Donc on a eu toute une série d'événements, de résultats scientifiques qui sont venus nous rappeler l'urgence du changement climatique. Donc ce que je vais essayer de faire pendant cette présentation, c'est de revenir sur les faits, de revenir sur les observations et de revenir sur certaines de ces projections. Donc je vais surtout parler de l'échelle globale. Je vais me concentrer de temps en temps sur la région française, peut-être sur l'ouest de la France. Je vais parler assez peu des solutions, mais vous aurez une table ronde pour discuter des solutions à l'échelle des territoires. Donc mon message sera peut-être un peu pessimiste, accablant sur la vitesse à laquelle le changement climatique se développe. N'oubliez pas que les solutions, ou beaucoup de solutions sont là, et on en discutera lors de la table ronde. Bon, alors je vais parler global, mais je vais quand même commencer par le local, en vous montrant 2 séries temporelles. D'abord des températures ici à la station Météo France de Guipava, qui vous montrent depuis le milieu du XXe siècle l'évolution des températures moyennes annuelles. Et même à l'échelle locale, on voit le réchauffement. Donc il y a des variations importantes qui sont liées à la variabilité naturelle, mais on voit le réchauffement ici. Sur un territoire de petite taille, on peut voir ce réchauffement. Alors si on regarde une autre série temporelle, et cette fois-ci je regarde la série temporelle du marégraphe de Brest, c'est une des plus longues séries temporelles qu'on a sur la planète, avec des premières données qui remontent, je crois, au XVIIIe siècle, même au début du XVIIIe siècle. Là, ici, vous avez des données depuis 1810 jusqu'à aujourd'hui. Et le niveau des mers, l'océan intègre le changement climatique. Il se réchauffe doucement, mais il va intégrer ce réchauffement. Et donc là aussi, on voit sans doute une manifestation du changement climatique avec cette augmentation du niveau des mers relatif, ici à Brest, de près de 30 cm en 300 ans. Donc même à l'échelle locale, cette augmentation de température, des modifications des précipitations, ici l'augmentation du niveau des mers, on voit ce changement climatique. Mais évidemment, quand on parle climat, on s'intéresse à des échelles de temps longues, comme celle que je vous montre ici. On s'intéresse aussi à des échelles d'espace importantes. Et donc je vais passer sur l'échelle globale et je vous montre ici l'évolution des anomalies de température à l'échelle globale. Et donc cette courbe, elle est construite à partir de thermomètres, de stations météorologiques comme celle de Brest-Guipava. Toutes ces données ont été combinées pour calculer une température moyenne à la surface du globe. Et donc ce que vous avez ici, c'est finalement l'évolution symbolique du changement climatique, l'évolution de la température globale, avec, vous le voyez ici, une première phase de réchauffement dans les années 1910-1950, un plateau, et puis surtout l'accélération au cours des 50 dernières années, avec chaque point noir, c'est une année, des records battus quasiment chaque année, 1915, 1916, et puis 1919, qui sera vraisemblablement aussi une année très chaude. Peut-être pas la plus chaude, mais une année aussi très chaude. On n'a pas encore, évidemment, les derniers chiffres. Donc on voit le réchauffement climatique, il est là. La surface de la planète s'est réchauffée d'un peu plus d'1 degré depuis 1850. Et alors on ne remonte pas plus loin dans le passé parce qu'on n'a pas suffisamment de données pour calculer, à partir de données directes, thermométriques, la température globale. Mais depuis 1850, on est capable de le faire et donc on est capable de démontrer cette augmentation de la température. Donc là-dedans, il y a plein de choses. Il y a sans doute le changement climatique anthropique, mais il y a aussi des variations naturelles. Une éruption volcanique qui refroidit le climat. Des événements El Niño qui, pendant quelques années, vont faire que le climat est plus chaud, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses derrière cette courbe, et on pourrait passer longtemps à essayer de caractériser et d'expliquer les différentes variations. Alors pour aller un peu plus loin, je vous montre cette fois les mêmes données de température, mais on va regarder une carte animée qui vous montre comment la température évolue dans le temps
depuis ici 1884. Et ce que vous allez voir, c'est qu'à l'échelle globale, on voit des variations en fonction des années, dans cette longue tendance. À l'échelle locale aussi, on voit beaucoup de variations. Des zones qui se réchauffent vite, des zones qui se réchauffent moins vite, des zones qui peuvent se refroidir pendant quelques années. Et donc c'est ce qu'on va voir ici. Je lance cette courte vidéo. Vous avez les années qui défilent ici. Là, on est en 1900. Et donc on voit le climat qui se développe avec ces poches chaudes et ces poches froides en surface. Et à partir des années 60-70, vous allez voir ce grand emballement, ce réchauffement, marqué sur les continents et marqué dans la zone arctique en particulier. Et donc là, on voit que la carte devient quasiment toute rouge dans les années 2000, ça s'arrête en 2013 ici, avec des réchauffements qui atteignent plus de 1 degré, 1,5 degré sur les continents en particulier, et en Arctique où ça se réchauffe de 2 à 3 fois plus vite qu'ailleurs. Donc ce réchauffement, il est contrasté à l'échelle régionale, mais on a un clair signal à l'échelle globale. Et donc on travaille sur ce signal depuis un certain nombre d'années. Alors derrière ce réchauffement, il y a beaucoup d'autres caractéristiques du système climatique qui bougent, qui changent. Vous avez ici la fonte de la banquise en Arctique, avec une photo, mais surtout une carte qui vous montre que en septembre, c'est le minimum de l'extension de la banquise. Ce que disent les scientifiques qui travaillent sur ce domaine-là, c'est qu'on a perdu à peu près 40% de l'extension de la banquise d'été depuis à peu près une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc des modifications très importantes en Arctique. L'Arctique, ça se réchauffe plus vite que la moyenne à cause de ces rétroactions. Vous savez, si le réchauffement fond la glace, vous remplacez une surface glacée blanche qui réfléchit le rayonnement solaire par de l'océan qui absorbe le rayonnement solaire, et donc vous réchauffez encore plus vite cette zone-là. Et donc on a en Arctique cet emballement du réchauffement climatique. Les scientifiques parlent de hotspot, de points chauds du réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'autres choses qui répondent à ce changement climatique. Les événements extrêmes comme les cyclones tropicaux, là c'est plus difficile de vous montrer des séries temporelles parce qu'on a des événements qui sont relativement rares, et donc c'est plus dur de faire des statistiques, mais ce que disent les scientifiques, c'est qu'on voit une intensification des cyclones. Donc on voit plus de cyclones plus intenses. On ne voit pas de changement de la fréquence, on ne voit pas plus de cyclones, mais parmi les cyclones, on voit une plus grande proportion des plus intenses. Et puis le dernier point ici sur l'augmentation du niveau des mers, on en reparlera, j'en reparlerai un peu plus tard au moment où je décrirai les projections, et puis on en reparlera aussi lors de la table ronde pour faire le lien entre niveau des mers et érosion côtière. On a là aussi un océan qui donc intègre ce changement climatique. Le niveau des mers monte pour deux raisons principales, parce que l'eau se réchauffe, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique, donc l'eau occupe un plus grand volume parce qu'elle est plus chaude, ça fait monter le niveau des mers. Et puis les glaces continentales qui fondent, à la fois les glaciers de montagne et les calottes, apportent de l'eau à l'océan. Et donc ça fait aussi monter le niveau des mers. Les estimations du dernier rapport du GIEC, c'est de l'ordre de 15 cm, une quinzaine de centimètres depuis le début du XXe siècle. Je vous montrerai les projections pour le XXIe. Donc la question qui a été posée aux scientifiques depuis longtemps, c'est est-ce que ce réchauffement climatique observé, il est en lien avec l'activité humaine? Et c'est vrai que c'est un système complexe. Le climat, ces interactions entre l'océan et l'atmosphère, vous avez des variations naturelles à l'échelle interannuelle, année après année, à l'échelle décennale, entre décennies. Et donc c'est un système complexe qui réagit aux composants atmosphériques, gaz à effet de serre et autres, mais qui réagit aussi aux variations de l'intensité solaire, qui réagit à des événements extrêmes tels que des éruptions volcaniques. Donc c'est un système complexe. Et donc cette question, elle est posée depuis longtemps, et c'est une question légitime. Quel est le lien entre l'activité humaine et le changement climatique? Depuis le premier rapport du GIEC en 1990, puis le deuxième, puis le troisième, puis le rapport cinquième, et le sixième qui va paraître dans quelques années, la conclusion est la même. Et le consensus scientifique est très clair. Il y a un lien direct entre les activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique anthropique. Je vais vous le montrer avec deux graphiques. Le premier graphique qui vous montre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. On a ici, c'est la plus longue série temporelle, donc la plus longue série continue pour laquelle on peut mesurer le CO2, et c'est une série que je peux vous montrer ici grâce à un scientifique américain célèbre qui s'appelle Charles Keeling, qui est un des grands pères de la thématique du cycle du carbone et de la climatologie de façon générale. Il est mort il y a quelques années.
Et au cours de sa thèse, il a installé cet observatoire au milieu du Pacifique, sur l'archipel d'Hawaï, où il a commencé à mesurer le CO2 mois après mois. Cette série temporelle, elle a failli s'arrêter plein de fois, parce que les gouvernements voulaient couper les crédits, ou parce qu'il y avait des problèmes techniques, etc. Il a réussi tout au long de sa carrière à maintenir cette série temporelle, et c'est aujourd'hui un des symboles de la recherche sur le changement climatique. On l'appelle la courbe de Keeling, du nom de ce scientifique américain. Et donc vous avez depuis 1958 ici l'évolution du CO2 à Mauna Loa, et c'est comme le CO2 est un gaz à longue durée de vie dans l'atmosphère, il est bien mélangé. En fait, c'est une bonne image de ce qui se passe dans l'atmosphère. Et donc ce qu'on voit, c'est très clair, c'est que le CO2 augmente année après année. On est passé de 315 parties par million, donc toute petite quantité, 0,03% du volume atmosphérique, on est passé aujourd'hui à plus de 415 parties par million. On l'a dépassé à Mauna Loa pour la première fois, c'est 415 ppm en 2019. Et donc c'est une augmentation de plus de 30% sur cette période-là. Donc c'est une modification très significative de la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Un autre grand chiffre, si on s'intéresse au carbone, qui relie les émissions liées à l'activité humaine et cette évolution du CO2, c'est que collectivement, on émet dans l'atmosphère 10 milliards de tonnes de carbone par an. Donc là, je compte que le carbone du CO2, donc de l'ordre de 35 milliards de tonnes de CO2 par an. Ça fait 1,4 tonnes de carbone par an et par habitant de la planète. Et on a dépassé pour la première fois en 2018 ce chiffre symbolique des 10 milliards de tonnes de carbone par an. Donc la prise de conscience, elle est là, je pense qu'on le sent tous, mais les émissions continuent à augmenter. Et je vous le montrerai tout à l'heure, on a besoin de réagir très vite, évidemment, si on veut limiter le réchauffement climatique. Donc 10 milliards de tonnes de carbone par an en 2018. Un petit point rapide, sur ces 10 milliards de tonnes de carbone, la moitié s'accumule dans l'atmosphère et est responsable de ce que je vous montre ici. Et l'autre moitié, vous savez, elle est absorbée par l'océan, puis océanique donc, et par la biosphère continentale, les arbres du parc ici par exemple. Alors le CO2 augmente, le climat change. Et ce que nous disent les scientifiques du GIEC, c'est ce lien entre réchauffement et augmentation du CO2. Vous avez ici, donc c'est un graphique peut-être un peu compliqué, en abscisse ici des températures, donc l'augmentation de température, et puis le rôle des différents facteurs. Donc en vert, c'est le rôle de l'augmentation du CO2 et des autres gaz à effet de serre. En orange, c'est le rôle des changements anthropiques, donc gaz à effet de serre, et puis aussi le fait qu'on émette dans l'atmosphère des petites particules, les aérosols. Et puis ici, près de zéro, c'est les effets naturels, volcanisme et solaire, qui en fait, sur les 50 dernières années, sont très 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 petits. Et donc on explique l'entièreté du réchauffement observé par l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc il n'y a plus de doute scientifique sur ce lien entre augmentation des gaz à effet de serre liés à l'homme et changement de la température globale. Ça ne veut pas dire que le soleil et que les volcans n'ont pas d'effet sur le climat. Évidemment, il y a un effet. Mais sur les 50 dernières années, là, il n'y a absolument aucun doute scientifique sur cette action-là. Alors, quelques points sur les projections climatiques. Alors, comment est-ce qu'on... Peut-être un point plus méthodologique, mais je crois qu'il est important pour vous rappeler comment on fait des projections climatiques. Une projection climatique, ce n'est pas une extrapolation d'une observation de façon statistique. On va utiliser toute notre connaissance de la physique du système climatique, de la chimie du système climatique, et à partir de cette connaissance, on va fabriquer un monde réduit, numérique, qui représente le système climatique. En fait, la climatologie, c'est un domaine de la physique compliqué, parce que je ne peux pas faire d'expérience grandeur nature. C'est trop grande échelle, sur des échelles de temps trop longues. Et donc, pour faire de l'expérience, comme on le fait en physique, on le fait de façon numérique. Et donc, on fabrique un monde réduit en utilisant les équations de la physique. Donc, on représente le monde tel qu'on le comprend aujourd'hui, et on va utiliser ce monde numérique pour faire des expériences de réponse à des scénarios d'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ici, vous avez 4 des scénarios qui sont utilisés par les scientifiques climatologues pour tester l'évolution du système climatique en réponse à nos émissions. Et donc là, je vous montre c'est peut-être les 2 scénarios les plus extrêmes sur lesquels je vais revenir. Ici, un scénario pessimiste, ou business as usual, le scénario où les émissions continuent à augmenter au cours du XXIe siècle, en passant d'une dizaine de milliards de tonnes de carbone aujourd'hui à 25 avant la fin du siècle. Donc ça, c'est le scénario au cours duquel on continue à extraire les réserves fossiles, on continue à les brûler et à les mettre dans l'atmosphère. Donc.
Et puis le scénario bleu, qui est un scénario d'atténuation importante, vous le voyez, où le pic des émissions est en 2020, donc demain, puis les émissions diminuent très fortement pour atteindre zéro à peu près au milieu du siècle, avec des émissions nettes négatives, on reviendra sur ce concept-là, avant la fin du siècle. Donc c'est deux scénarios très contrastés. Et donc je vais vous montrer les différences entre ces scénarios contrastés. Alors on voit ici en haut, sur la figure du haut, c'est les évolutions de la température globale, la même chose que ce que je vous ai montré au début de cette présentation. Dans le cas du scénario rouge, donc le scénario où les émissions augmentent, et puis dans le cas du scénario bleu, le scénario où les émissions diminuent fortement. Et donc seulement si les émissions diminuent fortement, on peut stabiliser la température. Et donc dans le scénario bleu, effectivement, on limite la température moyenne au plus 2 degrés. Et ça, c'est l'objectif de l'accord de Paris, sur lequel les différents pays membres se sont mis d'accord en 2015. Ce que vous voyez ici, c'est une courbe qui est une moyenne de plein de modèles différents, donc de plein d'outils numériques différents développés dans le monde, et puis une incertitude, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas ou qu'on représente mal dans ces modèles. Donc on fait des projections avec une estimation de l'incertitude. Donc dans le cas du scénario bleu, on stabilise. Dans le cas du scénario rouge, vous voyez, ça continue à augmenter, et ça pourrait se réchauffer de 4 degrés en plus par rapport à aujourd'hui, d'ici la fin du siècle. Et dans les cas les plus extrêmes, 5,5 degrés en plus par rapport aux cas les plus extrêmes, par rapport à aujourd'hui. Un dernier point qui me semble important sur ces projections climatiques, c'est que malgré des différences très fortes sur les scénarios dès demain, dès 2020, dans le bleu, ça diminue fortement, dans le rouge, ça continue à augmenter, vous voyez que les effets sur la température globale, ils ne se font sentir vraiment qu'en 2050. Et ça, c'est lié à l'inertie du système climatique. C'est-à-dire que même si on réduit les émissions demain, le CO2 va se stabiliser dans quelques dizaines d'années et le climat va répondre aussi dans quelques dizaines d'années. C'est pour ça que c'est difficile, d'un point de vue politique, de faire passer des mesures peut-être impopulaires pour limiter les émissions, alors que les résultats, ils seront là que dans 30 ans. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce changement climatique, il est très contrasté à l'échelle régionale. Quand je dis plus 4 degrés, ça veut dire plus 10 degrés en Arctique et une fonte quasi complète de la banquise en été. Ça veut dire aussi en Europe plutôt plus 5, plus 6, plus 7 degrés. Donc, encore une fois, les continents se réchauffent plus et l'Arctique se réchauffe plus. L'océan se réchauffe un peu moins parce qu'il y a une très forte inertie thermique. Mais quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, des grandes différences entre le scénario où on atténue les émissions et puis le scénario où les émissions continuent à augmenter de façon importante. Un point sur les précipitations. C'est compliqué de prévoir l'évolution des précipitations, beaucoup plus que de prévoir l'évolution des températures, parce que ça implique une physique plus compliquée. Qu'est-ce qui se passe avec la vapeur d'eau, les nuages, la condensation et puis les précipitations. Ce que disent les modèles de façon assez cohérente, et c'est aussi ce qu'on observe pour les dernières décennies, c'est que de façon très simpliste, il va pleuvoir plus dans les zones qui sont déjà humides et pleuvoir moins dans les zones qui sont sèches. Et donc on voit ici dans les projections une baisse très significative des précipitations sur le pourtour méditerranéen dans les tropiques, et puis une augmentation des précipitations dans la bande équatoriale et puis aux hautes latitudes. En France, c'est compliqué parce qu'on est dans la zone de transition où les précipitations en moyenne vont baisser côté Méditerranée et peut-être pourraient augmenter dans le nord de la France. Par contre, ça c'est pas contradictoire avec le fait que même si on a potentiellement plus de précipitations, on pourrait avoir des périodes de sécheresse plus longues parce qu'on va avoir des canicules. Et donc on pourrait se retrouver avec plus de précipitations en moyenne, des périodes de sécheresse plus longues et des événements précipitants quand ils ont lieu qui sont aussi plus intenses, plus extrêmes. C'est un peu vers ce type de climat qu'on va. Je reste encore peut-être quelques minutes sur ces résultats de projection parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été rappelées et qui sont sorties dans le dernier rapport du GIEC, en particulier sur les prévisions d'augmentation du niveau moyen des mers. Donc je vous montre ces projections-là. Donc les projections pour 2100, qui avaient été rappelées par le GIEC en 2013, ont été reprises dans ce nouveau rapport, qui est un rapport spécial sur l'océan et les zones glacées. Et donc les projections pour 2100, elles ont été revues à la hausse, parce que pour la première fois, les scientifiques ont pu tenir compte du comportement un peu particulier de la calotte antarctique, qui en fait fond par le dessous. Enfin, c'est la partie de la glace qui est posée sur l'océan, ces grands plateaux glaciaires qui sont posés sur l'océan, ils sont réchauffés par l'océan qui se retrouve dessous, et ça déstabilise la calotte avec une accélération de ces fleuves glaciaires qui amènent de la glace à l'océan. Et donc ça, c'est des processus encore assez mal compris, mal modélisés,
mais qu'on commence à intégrer dans les projections. Et donc c'est pour ça que les projections ont été revues à la hausse, c'est parce qu'on tient compte de ces processus-là qui étaient très mal connus il y a seulement quelques années. Et donc ce qu'on voit ici, c'est la perte de masse du Groenland, de l'Antarctique, des glaciers de montagne. Ces trois entités vont contribuer à l'augmentation du niveau des mers. Et vous avez ici l'augmentation du niveau des mers jusqu'en 2100, avec, dans le cas du scénario rouge, plus 84 cm de moyenne à l'échelle globale, et surtout jusqu'à 1,10 m. Et donc ça, c'est quasiment 30 cm de plus que les prévisions précédentes. Et donc ça change aussi, sans doute, notre façon de voir l'adaptation pour les prochaines décennies. Ce que rappelle le rapport du GIEC, c'est que le niveau des mers, même si on stabilise le climat, qu'on stabilise le CO2 et la température, l'océan continue à se réchauffer et les glaces continuent à fondre. Et donc le niveau des mers continue à augmenter. Et donc vous avez ici des projections jusqu'en 2300 dans le cas des deux scénarios bleu et rouge. Vous voyez que dans le cas d'une atténuation importante des émissions, on limite l'augmentation à moins de 1 mètre en 2300, donc là on est dans le très long terme. Mais par contre, dans le cas du scénario rouge, les calottes, Groenland, Antarctique continuent à être déstabilisées, et donc vous allez rajouter de l'eau et encore de l'eau à l'océan pour une montée des mers qui pourrait atteindre 4 ou 5 mètres. Le Groenland, c'est 6 mètres de montée des mers potentielle. Donc 4 ou 5 mètres, on fond peut-être 2 mètres du Groenland, une grande partie du Groenland. Deux petits points sur les événements extrêmes. Ici, un focus sur la France. Ce que dit le rapport du GIEC et ce que disent les travaux, c'est qu'on s'attend, comme je l'ai dit, à une augmentation de la fréquence, de l'intensité, de la durée des vagues de chaleur et des sécheresses dans la majorité des territoires. Ici, vous avez des projections réalisées par des collègues toulousains qui vous montrent l'augmentation donc en milieu de siècle, 2030-2060. Alors là, presque quel que soit le scénario, parce qu'il y a encore très peu de différence entre les scénarios à cette époque-là. Et ce qu'on voit ici, c'est une augmentation importante des durées des sécheresses, ou du temps de sécheresse dans les régions, et en particulier, vous le voyez ici, dans la région Bretagne. Et ça, c'est pas contradictoire, comme je le disais, avec le fait qu'il pourrait pleuvoir plus en moyenne annuelle, mais des sécheresses plus longues et plus intenses en réponse au changement climatique. Sur ces événements extrêmes, un point aussi, et ça c'est dans le dernier rapport du GIEC, sur les risques d'inondation côtière. Ce que rappelle le GIEC, et ça c'est un schéma tout simple, c'est que, et je pense qu'Alain Henaf reparlera de ce risque-là d'inondation côtière, mais si vous faites monter le niveau moyen des mers, les événements extrêmes, ceux qui arrivent une fois tous les 100 ans, comme celui qui a eu lieu lors de l'épisode Xynthia il y a quelques années, si vous faites monter le niveau moyen des mers, vous pouvez calculer l'occurrence de ce type d'événements, et évidemment ils vont arriver plus souvent, parce que vous avez monté le niveau moyen des mers. Et donc vous avez cette carte dans le rapport du GIEC, sur un certain nombre de sites, alors on ne voit pas très bien, je m'excuse de la qualité de l'image, et ce que montre le rapport, c'est que des événements qui se produisaient auparavant une fois tous les 100 ans pourraient, dans de nombreuses zones du monde, se passer tous les ans d'ici 2050. Donc ça, évidemment, ça veut dire qu'il faut, et c'est déjà le cas, réfléchir à l'adaptation. Et ça, c'est finalement quel que soit le scénario. On est dans cette phase où le niveau des mers augmente, et donc on pourrait se retrouver avec ces événements extrêmes beaucoup plus fréquents. C'est vrai principalement dans les tropiques, mais c'est vrai aussi sur le pourtour ouest européen. Alors peut-être pas 2050, peut-être un peu plus tard, mais il y a une alerte aussi sur ces événements d'inondation côtière plus fréquents. Alors, peut-être avant de terminer sur les solutions et de dire quelques mots sur les solutions, j'ai encore quelques minutes, Magali. Un mot sur l'océan. Alors, parce que le Finistère, évidemment, c'est un département ouvert sur l'océan, aussi parce que je suis océanographe et que je travaille sur les liens entre océan et changement climatique, et puis parce que le rapport du GIEC sur l'océan vient de sortir. Peut-être rappeler quelques vérités d'abord. L'océan n'est pas... Il y a eu des articles dans la presse un peu bizarres au mois d'août. L'océan n'est pas notre ennemi, l'océan est d'abord notre ami, parce qu'il limite la vitesse à laquelle le changement climatique se développe, pour deux raisons importantes. L'océan, c'est un énorme réservoir de chaleur, et il est capable d'absorber 90% de l'énergie, de la chaleur additionnelle dans le système à cause du changement climatique. Donc c'est l'océan qui absorbe la majorité de cette énergie additionnelle, parce qu'il a une beaucoup plus grande capacité thermique. Et donc, parce qu'il absorbe énormément de chaleur, il ralentit la vitesse à laquelle l'atmosphère se réchauffe. Et donc, sans océan, si la planète Terre était une planète vide d'eau,
on aurait un changement climatique beaucoup plus rapide que celui qu'on observe. Ça, c'est le premier fait qu'il faut rappeler, il me semble. Le deuxième fait, c'est que non seulement l'océan absorbe de la chaleur, il absorbe aussi du carbone. Je vous montre les chiffres ici. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, 50% du carbone émis par l'homme s'accumule dans l'atmosphère et l'autre partie est absorbée. Et l'océan prend sa part et absorbe à peu près 25% de nos émissions. Donc sans océan, le CO2 augmenterait plus vite dans l'atmosphère. Donc sans océan, on aurait plus de chaleur qui s'accumulerait dans l'atmosphère et plus de CO2 qui s'accumulerait dans l'atmosphère, donc un changement climatique beaucoup plus rapide. Et je pense qu'on peut le rappeler, même si l'océan nous a aidés, l'océan nous aidera encore au cours des prochaines décennies pour limiter la vitesse à laquelle ce changement climatique se développe. Bon, mais malheureusement, le point négatif, c'est que cette absorption de chaleur et cette absorption de carbone ont des conséquences importantes sur la physique et sur la chimie de l'océan. Et donc les propriétés océaniques, elles changent en raison de cette absorption de chaleur et de carbone, avec des impacts importants sur les écosystèmes océaniques et puis sur les services que ces écosystèmes nous rendent. Et je parlerai peut-être une seconde des pêches et de la santé des écosystèmes. Voilà, donc ce changement climatique qui modifie les propriétés de l'océan, et en fonction des scénarios, comme pour ce que je vous ai montré auparavant, il y a des grandes différences quant à la réponse de l'océan à nos émissions. Je vous montre 2-3 résultats importants. Donc là, je l'ai déjà dit, la surface des océans s'est réchauffée comme l'atmosphère. Le niveau des mers s'est élevé, donc là 19 cm. La banquise en Arctique a perdu quasiment la moitié de sa surface en été. Ça, c'est des choses que j'ai déjà dites. Mais j'aimerais parler de ce quatrième phénomène, qui est un phénomène important, qui a gagné, dont on entend de plus en plus parler. Peut-être que vous aussi, ici dans cette salle, vous en avez entendu parler. C'est ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. Elle est liée au fait que l'océan absorbe du carbone, du CO2. Le CO2, c'est un acide faible. Et donc, quand l'océan absorbe du CO2, il s'acidifie. La chimie de l'eau de mer change en réponse à l'absorption de CO2. Et vous le voyez ici, le CO2, il traverse l'interface air-mer, il se dissout dans l'eau de surface, il va se combiner avec des molécules d'eau, et ça va donner des ions H+, qui font baisser le pH de l'eau de mer. Et c'est ce que vous avez ici, sur cette figure. On voit pour 3 stations, dans 3 océans, Pacifique, Atlantique, tropical, Ouest et Est, vous voyez la baisse du pH. Et cette baisse du pH, en fait, elle est très significative. C'est plus 30% d'ions H+, et une modification de la chimie qui font que certaines espèces, certains organismes océaniques pourraient avoir du mal à s'adapter à cette baisse du pH. En fait, quand vous acidifiez l'eau de mer, c'est particulièrement compliqué pour tous les organismes qui calcifient, qui font des coquilles ou des squelettes en calcaire, comme les huîtres, les moules. Donc c'est une question importante pour les ostréiculteurs, évidemment, et les mytiliculteurs, mais aussi les coraux, et puis beaucoup d'autres organismes microscopiques qui ont des coquilles ou des testes en calcaire. Donc c'est une véritable menace qui pèse sur les écosystèmes océaniques pour les prochaines décennies. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, si on limite les émissions, on limite le changement climatique, on va aussi limiter l'acidification de l'océan. Et c'est ce que vous avez ici sur ces animations. Ça, c'est le scénario rouge dont je parlais, avec les températures de surface et le pH en surface. Et puis le scénario bleu, avec les températures de surface et le pH en surface. Et donc, en fin du siècle, ici, si vous limitez la vitesse à laquelle la Terre se réchauffe, parce que vous limitez le CO2, on limite aussi la vitesse à laquelle l'océan de surface s'acidifie, et donc on limite aussi les impacts potentiels sur les écosystèmes marins. Voilà, je vais peut-être résumer. Projection climatique et océan, c'est intéressé au niveau des mers, à la banquise. Il y a des impacts dont le dernier rapport du GIEC parle sur le potentiel de pêche, avec des résultats assez effrayants sur la réduction du potentiel de capture, surtout dans les tropiques, jusqu'à moins 20, moins 30% en raison du changement climatique. Donc vous imaginez les stocks de poissons qui sont déjà potentiellement surexploités. Si par-dessus vous rajoutez un signal climatique qui peut conduire à une réduction dans certaines régions, c'est compliqué. Il y a aussi des zones où le potentiel de pêche pourrait augmenter en réponse au changement climatique avec le déplacement d'espèces vers le nord, et c'est peut-être ce que certains pêcheurs observent dans certaines régions. Voilà, je termine quand même avec une note plus positive sur les solutions. Il y a 2 grands types de solutions dont parlent les rapports du GIEC et dont parlent les scientifiques. Il faut réduire les émissions, évidemment, c'est ce que j'ai essayé de défendre au cours de cette présentation, mais il y a besoin de s'adapter, aujourd'hui déjà et demain encore, et donc il faut travailler sur ces 2 grands types de solutions. Je vous laisse avec ces scénarios de réduction des émissions. Le scénario qui nous permet de répondre au taux de 2 degrés, c'est le scénario bleu, avec
des émissions négatives d'ici la fin du siècle. C'est un défi considérable pour nous tous. Et quelques maximes tirées des derniers rapports du GIEC qui me semblent importants. Chaque demi-degré et chaque année et chaque choix compte pour lutter contre le changement climatique. Donc il faut s'y mettre tout de suite et il faut s'y mettre de façon assez importante. Le résultat, une phrase sur le rapport sur les terres. Les terres émergées sont soumises aux pressions, mais elles sont aussi un élément de la solution. On peut utiliser des solutions souvent basées sur la nature pour lutter contre le changement climatique. Et puisque le dernier rapport nous dit pour l'océan que nos choix d'aujourd'hui sont décisifs pour l'avenir des océans. Voilà, je vous remercie.